Les gens ne veulent pas inscrire dans le Panthéon, le lieu où on célèbre les héros. Ils ne veulent pas. Et vous connaissez un Panthéon au Cameroun, nous devons en avoir. Comment construit-on le souvenir au Cameroun? Est-ce qu'on veut même qu'on se souvienne des meilleurs? Du point de vue de l'analyse, il y a comme une rupture, il y a comme une crise de confiance entre l'élite et le peuple, les gouvernants et les gouvernés. J'essaie de l'expliquer au Cameroun que dans une société de loges, dans une société de sectes, dans une société du magico-anal, on s'en fout des vraies valeurs. On crée ces valeurs dans les loges. On peut décider qu'une non-valeur devient une valeur, eh bien elle devient une valeur. On la célèbre, on l'impose à tout le monde. C'est ça la réalité sociétale au Cameroun. Et je crois que cela nous coûte cher et nous coûtera encore cher. Parce que non seulement la médiocrité ne peut pas gérer la cité, nulle part dans le monde, c'est Platon qui l'a dit. Et Platon, c'est beaucoup d'années avant Jésus. On ne peut pas avoir des modèles. Est-ce qu'une société fonctionne sans repère, sans modèle? La société de mise en scène est une société où vous ne pouvez pas parler du souvenir. Parce que le souvenir est une réalité dans l'histoire, dans la marche d'une nation. Est-ce qu'au Cameroun, on s'est déjà même entendu sur ce que c'est que la valeur? Parce que quand vous voyez les gens qu'on célèbre ici, le seul pays où les fémans, les bandits, les incompétents parlent, crient, s'imposent, c'est eux qu'on écoute. Ailleurs, ils se cachent. Mais chez nous, les gens qui parlent beaucoup, les gens qu'on écoute, les gens qui sont aux avant-postes, parfois ce n'est pas les meilleurs. C'est ça les réalités de notre société. Le Cameroun doit se réconcilier avec lui-même, en valorisant les valeurs, en créant un panthéon, en ramenant au bout du jour le passage, le grand passage des grands fils du Cameroun. Et montrer que tous n'ont pas été que des détournements de fonds publics, des truands. Montrer qu'en réalité, il y a des Camerounais qui ont travaillé pour le Cameroun, qui ont honoré le Cameroun, qui honorent le Cameroun. Donc, il faut montrer et même plus valoriser ce type de Camerounais. C'est comme un plaidoyer que notre société revienne aux valeurs, aux grands hommes la patrie reconnaissante. Oui, aux grands hommes la patrie reconnaissante. Non pas celle qui écrit l'histoire avec la gomme, mais la vraie. Celle qui reconnaît les Ruben Nyobe, Osenda Fana, Félix Moumier, André-Marie Mbida, Amadou Ayidjo et bien d'autres encore, parmi lesquels certainement Charles Ateba Eyeni. Bonsoir. Je suis en disant que tous les bêtis, je vous le dis, Dieu seul sait quand je parle. Je ne parle jamais au hasard. Je suis enseignant de parole. Vous ne pouvez pas vouloir promouvoir l'intégration nationale, l'unité nationale, etc. et que certaines tribus ont l'impression que c'est un acharnement. On dit juste un mot pour sortir de ce sujet, parce que ce n'est pas inscrit à l'ordre du débat. Juste un mot pour sortir de ce sujet, ce n'est pas le sujet. Bien sûr, c'est important. Je voudrais juste dire que ce que venait de dire Ateba Eyeni est très important. Il y a un monsieur dans ce pays qui s'appelle Amadou Ali, qui a déclaré, c'est sur Wikileaks, que aucun Bamileke ne sera jamais président au Cameroun. Au nom de quoi on peut décréter qu'une ethnie... Le docteur Saleh Somba fait le travail de missionnaire. Je dois dire effectivement que il a mis le doigt exactement où il faut mettre. Parce qu'il y en a qui pensent que un pays peut développer un autre. C'est faux. Parce qu'il y a un principe en relation internationale qui dit que les États n'ont pas d'amis. Les États n'ont que des intérêts. Donc, je pense que si certains pays amis nous donnent l'impression qu'ils nous aiment et qu'ils peuvent nous développer, c'est pour nous endormir. Il faut être éveillé, il faut être attentif. La plupart des pays émergents aujourd'hui, de l'Asie du Sud-Est, le Vietnam, Taïwan, Singapour, les Philippines, la Malaisie, ces pays ont été développés par les populations, les citoyens de ces pays. C'est très important. Vous savez que la Chine, par exemple, jusqu'en 1985, il était interdit aux Chinois de sortir de la Chine. Ils ont sinisé, comme on dirait camerounisé, comme on dirait africanisé, leur propre culture. Ils ont compris
l'intérêt avec leur leader Mao Zedong, surtout Deng Xiaoping, qui a appris aux Chinois à travailler pour leur pays. Et aujourd'hui, si vous arrivez en Chine, vous n'allez pas croire que c'est en 30 ans que ce pays a pu se développer de cette manière-là. Aujourd'hui, vous le savez, la Chine paye les fonctionnaires américains, la Chine résout les problèmes de l'Union européenne, la plupart des pays, l'Espagne, la Grèce qui sont en difficulté, ne comptent que sur la Chine. Si vous allez sur le net, vous allez voir les devises financières de la Chine. Je crois que c'est énorme. Pourquoi? Parce que les Chinois ont travaillé pour leur pays. Et donc, je pense que le concept du docteur Tsalesoma épouse cette réalité. Le Cameroun ne peut pas se développer avec les Gabonais, avec les Malaisiens, avec les Turcs. Non. Ils peuvent venir en appui. Et même quand ils viennent en appui, ce n'est pas gratuit. En retour, ils attendent un certain nombre de choses. Il y a 3 mentalités réfractaires au développement. Ce n'est pas le temps mis qui fait qu'un pays se développe. Sinon, Haïti serait le pays le plus développé chez les Noirs. Vous savez que Haïti a accédé à l'indépendance il y a 2 siècles, avec tout seul l'ouverture. Mais c'est l'un des pays les plus pauvres de la planète. Il faut également que les Camerounais qui nous suivent le retiennent. Les 3 mentalités réfractaires au développement sont 1. La mentalité magique. Est-ce qu'on peut se développer avec la magie? Pas la magie, non. Sinon, en Afrique, le Bénin serait le pays le plus développé. Parce que là-bas, il y a le vaudou. L'Inde serait la plus grande puissance. Parce que là-bas, il y a toutes les pratiques magiques qu'on ne peut pas imaginer. Mais ce n'est pas l'Inde qui est la plus grande puissance du monde. Ce n'est pas en Afrique, le Bénin qui est la plus grande puissance. Ça veut dire que la magie ne développe pas un pays. Donc il faut que les Camerounais le comprennent et le sachent que la magie, c'est-à-dire les sectes, l'homosexualité et tout ce que nous faisons ici, ne peut pas développer le Cameroun. La deuxième mentalité réfractaire au développement, c'est la mentalité tribale. Tu sais que ton frère est incompétent. C'est vous le prenez, vous le mettez dans un ministère, dans une entreprise, ou même dans une petite affaire que vous avez à la maison, vous le mettez là juste parce que c'est votre petit frère. Ou l'enfant de la femme de votre père. Ou une histoire tribale. Ou bien parce que vous parlez la même langue. Vous le mettez là. Quand quelqu'un va donner 1000 francs, pour acheter quelque chose de 700, il va rembourser 8500. S'il fait ça 10 fois, votre boutique tombe. Donc la mentalité tribale n'est pas une mentalité de développement. Parce qu'elle ne tient pas compte des valeurs, des compétences, du mérite. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut développer le Cameroun avec tout, sauf avec la mentalité tribale. Et la troisième mentalité, la mentalité coloniale. La mentalité coloniale. Nous avons été colonisés. C'est un accident de l'histoire. Je dois vous rappeler que la France a été colonisée par les Grecs et les Latins. Il faut le savoir. Mais la France s'est développée parce qu'elle n'est pas restée attachée au fait qu'elle a été colonisée par les Grecs et les Latins. Est-ce que nous, on a déjà quitté la mentalité coloniale? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Il y en a qui pensent que quand il y a les problèmes ici, les Français vont venir résoudre. Quand il y a les problèmes ici, les Anglais vont venir. Quand il y a les problèmes, les Chinois vont venir. C'est fou ça. 50 ans après les indépendances. Donc il faut que les Camerounais comprennent que le développement du Cameroun doit être endogène, c'est-à-dire par nous-mêmes. Et c'est à cela que le docteur Tsalesoma nous convie. Il nous rappelle cela. Allons-y tous. Merci à vous et surtout bon dimanche à tous ceux qui nous regardent en ce moment. On dit que vous écrivez beaucoup, on ne sait pas exactement à quel moment vous écrivez, mais les produits sont toujours là. Quelle est la différence avec le dernier? Écoutez, c'est la suite. J'ai d'abord parlé des crimes rituels, j'ai d'abord parlé des loges, des sectes, du magico-anal et des réseaux mafieux. Et aujourd'hui, je parle des crimes rituels, des loges, des sectes, du pouvoir, de la drogue et les alcools au Cameroun. Et je dis, le sous-titre est très important, les réponses citoyennes
et les armes du combat. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que notre pays est fatalement devenu le pays du crime. Parce que de décembre 2012 à janvier 2013, c'est-à-dire un mois plus tard, on a perdu à Yaoundé près de 15 Camerounais qui ont été assassinés dans un quartier qui s'appelle Mimoman. Ces gens-là ont été décapités. On a enlevé l'ovageur, on a enlevé les yeux, on a enlevé les dents, on a enlevé la langue, etc. Moi, ce qui me frustre dans l'affaire, c'est que l'État du Cameroun, qui a la responsabilité de s'occuper de la sécurité des personnes et des biens, ne nous a rien dit encore sur les drames de Mimoman. Ce qui me frustre également, c'est que, vous savez, en épidémiologie, en médecine, chaque fois qu'il y a une maladie, on essaie de soigner la maladie et on dit aux gens, voici comment il faut faire, etc. On parle des crimes rituels au Cameroun. C'est un phénomène presque nouveau. Alors, qu'est-ce que les Camerounais retiennent? D'abord, comment ils définissent les crimes rituels? Comment faire pour éviter les crimes rituels, etc. Donc, je ramène ce débat. Je voudrais que ce débat existe parce qu'on est passé trop vite. Et on a également été frustré parce que quelques semaines après les crimes de Mimoman, la famille de Moulien-Fournier est venue au tourisme au nord. On les a kidnappés, ils sont allés au Nigeria. Donc le Cameroun n'était ni de près ni de loin associé à cette affaire. Sauf qu'ils ont traversé le sol camerounais. Mais il fallait voir la gymnastique, le chef de l'État, l'argent. Les chefs traditionnels ont écrit pour féliciter la diplomatie de présence et de machin. À la fin, on se pose la question de savoir, est-ce qu'au Cameroun, les Français, les étrangers, sont plus au sérieux que les Camerounais qu'on assassine à Mimboman, à Douala, à Bafoussam. Je chute en disant que c'est une sorte d'alerte que j'attire. Alerte aux parents, alerte aux jeunes, alerte à la société, et je montre le lien qui existe entre les crimes rituels et les loges. C'est des pratiques sacrificielles. Et les sectes, c'est la même chose. Et les pouvoirs, les gens font ces choses parce qu'ils veulent le pouvoir. Il est démontré au Gabon, par exemple, que lors des années électorales, il y a plus de crimes rituels. Il y a aussi la drogue. Le Cameroun a la même réputation aujourd'hui que la Colombie en matière de drogue. On cultive, on consomme partout. J'ai à côté de moi un douanier. Vous pouvez regarder les statistiques. Et puis maintenant, les alcools alors. Retenez. Et je souhaite que les Camerounais de la diaspora m'écoutent bien. Le Cameroun est le premier consommateur de vin Bordeaux en Afrique. Premier consommateur de champagne en Afrique. Entre-temps, 17,5% de jeunes Camerounais fument les cigarettes et les drogues. Alors que 60%, parce que ça va ensemble, de jeunes filles connaissent les rapports sexuels, les premiers rapports sexuels avant 16 ans. C'est une catastrophe. Et un pays ne peut pas se développer. Je le répète, nous parlons de l'émergence du Cameroun. Nous parlons de la République. Aucun pays ne peut se développer avec un peuple de prostituées, avec un peuple de soulards, avec un peuple... Donc que cela soit clairement dit et drogué, et que l'État du Cameroun, le gouvernement, prenne ses responsabilités, et que le pays ne soit pas... l'otage de tout cela. L'otage, le pays du crime. Merci Charles Ateba Yéné. On va s'arrêter. Bien que controversé, l'écrivain Charles Ateba Yéné, qui se prenait parfois pour le censeur de la nation, a dénoncé dans un de ses ouvrages ce qu'il a appelé la République des loges, des sectes et des réseaux mafieux. J'ai deux devoirs. Le devoir d'indignation, à savoir pourquoi le Cameroun qui a tout pour émerger, pour être la locomotive en Afrique centrale et en Afrique stagne. Pourquoi nous tournons en rond? Pourquoi il n'y a pas un taux de croissance à 2 chiffres? L'autre devoir, c'est que moi, je dois dire au président la vérité. J'ai dit au président, monsieur le président, vous vous attaquez à la corruption, vous vous attaquez au détournement, vous vous attaquez... Mais il y a un autre volet important, c'est que les mafias et les logiques des loges, des sectes ont pris le pays en otage. La moralité, c'est que les gens des loges, les fratres,
et qui ont installé l'exclusion et le tribalisme, eh bien, ne privilégient que les leurs. Parce que la logique par exemple, des francs-maçons, dans leur charte, elle est bien décrite dans votre ouvrage. Eh bien, cette logique-là, c'est qu'on privilégie le frère d'abord. Maintenant, quelles que soient ses compétences et ses talents. Et c'est pour cela c'est cela le vrai problème qui est posé dans le livre. Nous ne remettons pas en cause, nous ne condamnons pas les loges, la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, etc., la scientologie. Ça existe depuis la nuit des temps. Mais nous observons une grosse différence entre les gens des loges, par exemple en Occident. Vous savez que quand vous parlez de la Sorbonne, la plupart des grandes écoles, toutes les grandes réalisations, ce sont les maçons. Quand les symboles maçonniques, c'est la truelle, on les connaît. Alors, ça veut dire que ce sont des bâtisseurs. Et ils s'en vantent d'être des bâtisseurs. Ils ne se cachent pas. Ils disent, c'est nous qui avons construit ceci, c'est nous qui avons fait cela. Je vais vous dire que la plupart des lois dans le monde, abolition de l'esclavage, abolition de ci, c'est eux. Invention de l'école, laïcité, etc. Très bien. Alors, ils travaillaient d'abord dans la loge, c'est-à-dire ils avaient des ateliers, des rencontres entre eux, prenaient des décisions et venaient au Parlement. C'était important pour la société. Ils ont œuvré pour le progrès. Mais quand vous prenez cette affaire de l'Occident à chez nous, vous rentrez dans la sorcellerie. Depuis que j'ai publié mon livre, je reçois des félicitations des vrais francs-maçons qui me disent, Ateba, merci d'avoir fait ce travail. Parce que même dans nos propres groupes, dans nos propres rangs, on avait l'impression que c'était devenu du tout venant, qu'on avait infiltré, etc. Ce n'est plus élitiste. Quand vous allez en France, la grande loge de France, c'est écrit, la franc-maçonnerie n'est pas pour les cancres. C'est écrit comme ça. Mais au Cameroun, quand quelqu'un te dit qu'il est franc-maçon, vous voyez un malade mental en face de vous. Si je prends mon cas personnel, mais les gars disent, Ateba, tu es fort, tu es intelligent, tu es formé, mais on ne te maîtrise pas. Tu es où? Tu n'es pas avec nous. C'est ça qu'on te dit. Je ne peux pas vous citer le nombre de personnes qui me le disent. J'aurais bien souhaité quand même. Mais je ne cite pas, mais c'est la réalité. Tous ceux qui nous écoutent savent que c'est comme ça. Il y a une logique au Cameroun qui dit que la confiance passe avant le talent. C'est-à-dire que vous pouvez être très talentueux, sortir, je ne sais pas, de n'importe quelle école, je ne sais pas, du monde. Vous êtes brillant, mais on dit, on préfère quelqu'un qu'on contrôle. Alors, le contrôle ici peut être sexuel, le contrôle peut être idéologique, le contrôle... Mais c'est ça qui fait aujourd'hui que le talent dans notre pays, vous avez comme l'impression que c'est pas ça la priorité. Vous avez comme l'impression que c'est un crime d'être talentueux. Vous avez comme l'impression que on s'en fout des talents. Le talent dans notre pays, vous avez comme l'impression que c'est pas ça la priorité. Vous avez comme l'impression que c'est un crime d'être talentueux. Vous avez comme l'impression que on s'en fout des talents. Moi, j'ai la chance, je le répète, d'être dans le think-tank des Chinois. Je sais comment les Chinois font pour s'imposer dans le monde. On privilégie le mérite, le talent, la compétence. Quand vous êtes compétent au Cameroun, vous pouvez l'être aux États-Unis, vous pouvez l'être, je ne sais pas, en Chine, vous pouvez l'être en France, etc. Donc il faut plutôt privilégier la compétence. Je dis, mon frère, vous ne pouvez pas savoir le gâchis des ressources humaines au Cameroun. Le gâchis des ressources humaines est tel que les vraies valeurs parfois sont mises entre parenthèses, sont marginalisées pour la simple raison que chez nous, ceux qui rentrent dans les loges, c'est généralement ceux qui se reconnaissent quelques faiblesses, quelques limites par rapport au travail personnel qu'ils auraient fait à l'école, dans l'apprentissage d'un métier. Et puis maintenant, ils vont là-bas comme pour chercher des béquilles, des straponteurs pour bondir. Or, quand vous êtes conscient, vous êtes sûr de votre valeur, de votre formation, Valentin, il vous est très difficile d'accepter d'autres logiques que l'effort, la compétence, etc. C'est là où la plupart des ressources humaines au Cameroun, et même en Afrique, le problème que je pose peut même être africain, là où la plupart des gars brillants, des gars bien formés, se cassent la gueule. Parce qu'ils sont un peu fiers, ils sont sûrs de leur capacité, de leur potentialité. Or, la logique des loges, la logique des sectes que j'ai étudiées, j'ai passé 1 année et demie à lire la littérature ésotérique. J'ai lu
environ 700 ouvrages sur la Roche-Croix, environ 1000 ouvrages sur la franc-maçonnerie. Je sais de quoi il s'agit. Je connais leur charte, je connais leur devise. On ne veut pas les bras cassés là-bas. Mais malheureusement, chez nous, vous avez comme l'impression que, à la réalité, on n'aime pas les gens fiers d'eux. Parce que ils ne sont pas prêts à faire allégeance tout le temps au grand maître. Ils ne sont pas prêts à accepter un certain nombre de concessions. Voilà d'où vient et d'où repose le conflit. Et ce conflit-là fait aujourd'hui que la panique que vous voyez là, je vais vous dire deux choses. Vous connaissez la devise de l'Opus Dei? Dites-la moi. Obéir comme un cadavre. La deuxième chose, c'est que il y a dans le livre des témoignages des anciens membres de ces loges qui en sont sortis et qui vous disent ce que c'est. Ce qu'ils ont fait pendant 27 ans, et ils arrivent à la conclusion que c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ces gars-là rentrent dans les loges pas pour apprendre quoi que ce soit. Les gars sont tellement opportunistes que on l'a dit, c'est pour avoir ceci, pour avoir tel poste, etc. Voici ce qu'il faut faire. C'est du clientélisme. C'est du clientélisme qui est donc lié à la logique des loges. Le clientélisme peut être qu'on vous donne de l'argent, qu'on vous propose un poste, qu'on vous propose d'entrer dans une loge. Donc le clientélisme... En échange de quelque chose. En échange de quelque chose. C'est de ça qu'il est question. On vous dit, si vous voulez tel poste, voici ce qu'il y a à faire. Vous savez que chez nous, c'est souvent l'alternance entre les deux principales loges, la Rose-Croix ou la franc-maçonnerie, selon que le secrétaire général à la présidence se réclame d'une obédience. Vous aurez plus. Pourquoi? Parce que c'est la cooptation. C'est la cooptation. C'est-à-dire, plus vous avez des adeptes, mieux vous êtes influent, mieux vous évoluez. C'est comme ça que ça se passe. On ne sera jamais émergent. Je le dis avec conviction. Si on continue à privilégier l'appartenance aux loges, même si on est incompétent, si on continue à privilégier la notion des réseaux, etc., c'est pile ou face. On ne sera pas émergent à l'horizon 2035 si on ne fait pas ce que les autres nations ont fait, à savoir chercher les compétences, aller explorer du côté de la diaspora. C'est la diaspora chinoise qui développe la Chine. Aller explorer du côté des compétences, etc. Éviter les cumuls de fonctions. Il y a dans le Cameroun des gens qui ont 4 fonctions importantes. Quel sera leur rendement? Nous sommes là en management. Vous avez 4 fonctions. Ministre, directeur général de ceci, président du conseil d'administration de ceci. Votre rendement est nul. Nul. L'aile la plus forte du Cameroun, du RDPC, c'est les maçons. Tout le monde le sait. Ça en avait appris les maçons? Bien sûr, monsieur. C'est eux qui sont au pouvoir au Cameroun en ce moment. Et c'est eux qui pilotent les choses. Le problème qui nous choque, nous qui ne sommes pas dans les lots, c'est que, après avoir décidé là-bas, ça n'a pas un impact positif sur nous. Les Bayam Salam veulent voir leur niveau de vie augmenter, le petit peuple, les taximans, je ne sais pas quoi. Si vous travaillez là-bas, si vous avez vraiment le pouvoir, vous l'exercez dans le sens du développement, on va vous laisser tranquille. Mais la situation aujourd'hui est que vous êtes dangereux pour le petit peuple, pour les masses, parce qu'il n'y a pas de résultat. Un pays où les masses sont pauvres est un pays qui est appelé à connaître. Dernier best qui a beaucoup dérangé le Cameroun, c'est la dictature des loges, des sectes et du magico-anal. Lorsque Charles écrit cet ouvrage qui a beaucoup dérangé et qui dérange encore à la fois les hommes d'affaires, les intellectuels, les hommes politiques, personne n'a levé le doigt plutôt que de dire que Charles dérange pour dire que moi j'occupe tel poste, Charles ment, je ne suis pas franc-maçon. Moi, j'occupe tel poste, Charles ment, je ne suis pas rosicrucien. Ou encore, moi, j'occupe tel poste, ce que Charles dit, il affabule, je ne suis pas homosexuel. Parce qu'il soutient que le Cameroun, malgré tout, les collaborateurs, les hommes à qui le président Paul Biya fait confiance, sont essentiellement tournés vers des réseaux. Et parmi ces réseaux, il y a des réseaux religieux, les catholiques, les protestants, mais il montre aussi que les plus grands réseaux qui font leur dictature au niveau du corps social de la haute administration, ce sont les francs-maçons et les rosicruciens. Donc quand il écrit le Cameroun sur la dictature des loges, il ne critique pas la franc-maçonnerie.
Charles avait beaucoup de respect, comme moi, pour la franc-maçonnerie et la Rose-Croix. Mais nous estimions que ce n'était pas notre affaire, que c'était une affaire coloniale, ou du moins, c'était une affaire des personnes qui ne recherchaient que le pouvoir. Et dans un diagnostic expert, regardez tous ceux qui sont en prison aujourd'hui. Quand ils ne sont pas homosexuels, ils sont maçons. Regardez ceux qui veulent aujourd'hui renverser Paul Biya. Quand ils ne sont pas homosexuels, ils sont maçons. Est-ce que c'est ça la mission des loges? Vous voyez que là, je peux légitimement être son porte-parole et vous dire que la vision de Charles n'était pas anti-loge, ni anti-religieuse, mais c'était une espèce de transformation qui voulait qu'elle s'opère à l'intérieur du parti, parce que dans cet ouvrage, il contestait que pour être promu, même, paraît-il, à la présidence de la République, c'est-à-dire au secrétariat général, il n'y a que des loges là-bas. Je vous cite Charles. Au premier ministère, il n'y a que des loges. Dans les universités, il n'y a que des loges. Les directeurs généraux, il n'y a que les loges. Alors, est-ce que quelqu'un a levé le petit doigt pour dire que est-ce que ce qu'il dit là est faux? On a étouffé ça et malheureusement, on a dit qu'il est un emmerdeur. Il n'était pas un emmerdeur. Il dérangeait les mots. Homme de conviction et de défis, Charles Ateba Eyene a souvent posé un regard critique, non seulement sur le fonctionnement de son propre parti, le RDPC au pouvoir, mais aussi et surtout sur l'alternance au Cameroun. Si les mêmes logiques continuent au sein du RDPC, le RDPC, après Paul Biya, va s'éclater. Ça, je vous le dis. L'alternance au Cameroun, nous voulons contrôler. Il faut que les masses contrôlent l'alternance. Que ce ne soit pas une affaire des gens en sombrero. C'est-à-dire que ce ne soit pas un hold-up. Parce que si c'était un hold-up, on ne va pas s'en sortir. C'est pour ça que le peuple, le modérat, le mouvement pour le contrôle, le peuple à la base doit contrôler. Qui vient? Est-ce qu'on le connaît? Quelles sont ses idées? Quelles sont ses orientations spirituelles? Ce n'est que comme ça que le peuple de conjurer. Très bien, peut contrôler l'alternance pour que le Cameroun évolue. Je termine en disant que les loges, les sectes, les réseaux sont un frein tel que pratiqué au Cameroun pour le décollage du Cameroun. Mon rêve dans mon pays, que j'aime beaucoup, c'est d'être quelqu'un d'utile, première chose, quelqu'un d'écouté. Je voudrais qu'à la fin, vous savez, je suis venu ici avec mes enfants, je voudrais qu'à la fin, mes enfants sachent que les jeunes, ma génération, que ces gens sentent que j'ai participé au combat qui a permis au Cameroun de décoller. Moi, je travaille pour le Cameroun de demain. Je travaille pour un Cameroun fort, pour un Cameroun digne. C'était un homme amer. Mais amer vis-à-vis de qui? Des conservateurs, des menteurs, des voleurs, des gens qui ne disent pas la vérité au président. Des gens qui ne sont là que pour détruire l'action du président. Des gens qui entretiennent beaucoup plus les femmes, les maîtresses, les coquins et les cocus, plutôt que de faire leur travail. Donc à un moment donné, il fallut avoir un Charles Ateba Eyene dans le parti pour que ce parti soit crédible. Donc Charles incarnait l'espoir d'un parti qui va se transformer avec des rénovateurs, des jeunes qui ont consacré toute leur vie au sein du parti. N'oubliez pas que, je le répète, il était biaïste. Voilà un jeune militant qui croit au parti, qui croit aux valeurs du parti et qui croit qu'effectivement, à travers le militantisme, on peut être promu aussi. Parce qu'on milite, parce qu'on est engagé, on veut occuper aussi certaines fonctions pour atteindre des objectifs de transformation et d'acteur de la vie publique. Parce que vous savez, un parti politique, par définition, se fait en termes idéologiques. C'est-à-dire, c'est un rassemblement de personnes en termes idéologiques qui a pour objectif de garder ou de conquérir le pouvoir politique. Charles le savait. Il savait que nous étions là pour garder le pouvoir à côté d'un homme comme Paul Biya. Il a travaillé pour le parti. Il a mis à la disposition des militants un instrument de compréhension des statuts du parti. Regardez ailleurs, ce sont des savants comme les Pelé qui interprètent les textes de l'ONU, article par article. Personne parmi nous n'a eu le réflexe de faire ça avant Charles. Deuxième publication forte, vous voyez que
il écrit le RDPC hier, aujourd'hui et demain. Alors vous voyez que l'insertion, la préoccupation majeure du militant Charles Ateba Yéné, du biaïste Charles Ateba Yéné, était l'imprégnation à la fois pour les jeunes, pour les vieux, pour les militants en général, de l'idéologie du parti. Charles vulgarisait le fait qu'on ne pouvait pas être du RDPC et être contre Paul Biya. Tout simplement parce que quand Paul Biya arrive difficilement au pouvoir, il met en place le RDPC à Bamenda pour se doter d'un appareil qui va l'aider à atteindre ses objectifs de rigueur et de moralisation. Donc il fallait donc autour de lui des acteurs politiques engagés, pas des courtisans ou des menteurs ou des voleurs, comme on voit beaucoup aujourd'hui en prison, ou des fémans ou des hommes d'affaires, parce qu'aujourd'hui, les hommes d'affaires sont devenus des militants du RDPC, et les militants du RDPC sont devenus des hommes d'affaires. Vous voyez pourquoi il y a un désordre dans le parti. Donc Charles était un peu une espèce de sentinelle idéologique. Quand il écrit le RDPC, hier, aujourd'hui, demain, il se pose déjà la question de savoir que deviendra ce parti si on banalise le contenu de son premier livre, Le Guide du militant. Et Charles, donc, avec le temps, il réalise qu'il est un bon militant. Il réalise qu'il est instruit. Il réalise qu'il est biaïste. Mais Charles n'a pas de promotion. Il était aigri. Il était aigri. Vous savez, chez les Français, lorsqu'on dit que vous êtes aigri, ça veut dire que le système est négatif. Parce que une femme aigrie, c'est une femme qui n'est pas bien entretenue par son mari. Un homme politique engagé qui est aigri, c'est un homme politique qui est victime des injustices de son parti. On est aigri parce qu'on a mal. Vous savez, en Afrique, quand on vous traite d'aigri, certains pensent que c'est une injure, mais c'est un compliment. L'opposé d'aigri, c'est quelqu'un qui n'est pas épanoui. Donc, à un moment donné, comme beaucoup de militants, il n'était plus épanoui, jusqu'au jour où, effectivement, le président a fait appel à nous, au comité central. Mais ça ne suffisait pas, ces livres. Puisque, quand il écrit donc, le Cameroun, les stratégies de coup d'État et l'enrichissement comme logique de coup d'État au Cameroun, allez lire cet ouvrage. Cet ouvrage est un best. Tout ce qui est arrivé, l'opération Épervier, le cumul des fonds, et avec ce désordre que l'on voit aujourd'hui, avec ce que Kava Yégué appelle le Boko Haram camerounais, Charles l'a écrit. Parce qu'il se posait un jour la question de savoir, mais qu'est-ce que ces gens qui volent au nom du parti, qui volent au nom du soutien au président de la République font avec l'argent? Il conclut dans cette logique de stratégie de coup d'État, il démontre tout simplement que ce sont des gens qui veulent renverser le président et qui veulent le pouvoir. Un visionnaire. Un visionnaire. Un visionnaire. Et en 2006 que l'accumulation de l'élite au Cameroun avait des logiques de coup d'État. Où en sommes-nous? Mais où en sommes-nous? C'est bien sûr. Quand vous regardez comment est-ce que les gens se sont mis à s'enrichir dans notre pays, mais on ne fait pas l'amour avec l'argent. C'est-à-dire que la question c'est pourquoi vouloir avoir tant d'argent? C'est parce que les gens avaient fait des simulations en disant qu'il nous faut beaucoup d'argent parce qu'en 2011 le président de la République ne sera plus candidat, il sera vieux et c'est nous qui devrions nous imposer par l'argent. Parce qu'au préalable, on s'est arrangé à affaiblir les populations, les masses qui sont extrêmement pauvres. Quand on va venir avec de l'argent, on va, au lieu de présenter les projets de société, au lieu de présenter les orientations pour que le pays, on va distribuer de l'argent aux pauvres, aux gens qu'on a appauvris si vous voulez, et ils vont nous suivre. Donc cette façon de faire est pire qu'un coup d'État. Parce que en réalité, pour gagner un coup d'État, je vous ai souvent parlé d'un auteur qui s'appelle Curcio Malaparte. Curcio Malaparte écrit un livre très intéressant, Technique de coup d'État. Il dit pour réussir un coup d'État, c'était d'ailleurs ça mon postulat. Ce qu'il faut, c'est pas les armes, c'est l'argent. Parce qu'il y a des professionnels de la guerre qu'on appelle les mercenaires. Dès que vous avez de l'argent, eh bien, vous leur donnez de l'argent et ils font le boulot. C'est pour cela que l'argent est dangereux. Et la circulation de l'argent dans un pays est dangereux. Les pays occidentaux ont compris cela et personne ne marche avec de l'argent. Vous savez que l'argent a été transformé en argent magnétique, en argent. Pourquoi? Parce que
On ne contrôle pas l'argent qui circule, qui n'est pas dans les banques. C'est l'argent généralement des cartels, des trafiquants de drogue, des trafiquants de ceci, de cela. Il faut contrôler la circulation de l'argent dans un pays. Dieu n'aime pas tout ce qui est vicieux. Ces gens n'ont fonctionné qu'avec le vice. Et puis maintenant, Dieu a voulu que le président Biya soit en jambes après 2011. Parce que les gars, c'était ça leur échéancier. C'est-à-dire qu'en 2011, ils étaient sûrs que le président Biya allait être un grabataire et c'est eux qui allaient commander avec leur argent. Mais Dieu merci, le fait pour le président Biya d'être en jambes a fait que ces gars-là soient vraiment coincés. C'est le mot. Coincés. On dit, mais justifier ceci. Et on se rend compte à l'analyse que tout ce qu'ils faisaient ne visait que à promouvoir eux-mêmes, à imposer leur logique et leur pratique. Et aujourd'hui, ils sont aux abois. Au niveau où nous sommes, au niveau où le Cameroun se trouve, il y a un conflit entre les logiques du président et les pratiques sur le terrain. Et pourquoi tous les grands projets du président stagnent? Pourquoi? Parce que justement, les logiques des loges et des réseaux, etc., sont contre ces logiques-là. C'est pour cela que je parlais du complot, de la conspiration. Mais d'où sort-il que chaque fois que le président donne une ligne directrice, les gens vont ailleurs? Il a démantelé le G11. Je crois, et mon livre l'invite à démanteler également la logique des réseaux, la logique des loges dans notre société, parce que cette logique ne lui permet pas à lui, le président Biya, d'avoir des résultats à la fin. Vous savez, quand j'écris ce livre, je l'écris aussi comme homme politique, pour montrer au président qu'en dehors des autres aspects du combat, la lutte contre la corruption, etc., il y a également l'emprise des réseaux, l'emprise des loges dans le système camerounais. Et c'est... Assurément, Charles Ateba Eyene était un vrai patriote. Mais malheureusement pour lui, la mémoire et les lieux de mémoire ne sont pas célébrés au Cameroun. Les gens ne veulent pas inscrire dans le Panthéon, le lieu où on célèbre les héros. Ils ne veulent pas. Et vous connaissez un Panthéon au Cameroun, nous devons en avoir. Comment construit-on le souvenir au Cameroun? Est-ce qu'on veut même qu'on se souvienne des meilleurs? Du point de vue de l'analyse, il y a comme une rupture, il y a comme une crise de confiance entre l'élite et le peuple, les gouvernants et les gouvernés. J'essaie de l'expliquer au Cameroun que dans une société de loges, dans une société de sectes, dans une société du magico-anal, on s'en fout des vraies valeurs. On crée ces valeurs dans les loges. On peut décider qu'une non-valeur devient une valeur, eh bien elle devient une valeur. On la célèbre, on l'impose à tout le monde. C'est ça la réalité sociétale au Cameroun. Et je crois que cela nous coûte cher. Et nous coûtera encore cher. Parce que non seulement la médiocrité ne peut pas gérer la cité, nulle part dans le monde. C'est Platon qui l'a dit. Et Platon, c'est beaucoup d'années avant Jésus. On ne peut pas avoir des modèles. Est-ce qu'une société fonctionne sans repère, sans modèle? La société de mise en scène est une société où vous ne pouvez pas parler du souvenir. Parce que le souvenir est une réalité dans l'histoire, dans la marche d'une nation. Est-ce qu'au Cameroun, on s'est déjà même entendu sur ce que c'est que la valeur? Parce que quand vous voyez les gens qu'on célèbre ici, le seul pays où les fémans, les bandits, les incompétents parlent, crient, s'imposent, c'est eux qu'on écoute. Ailleurs, ils se cachent. Mais chez nous, les gens qui parlent beaucoup, les gens qu'on écoute, les gens qui sont aux avant-postes, parfois, ce n'est pas les meilleurs. C'est ça les réalités de notre société. Le Cameroun doit se réconcilier avec lui-même, en valorisant les valeurs, en créant un panthéon, en ramenant au bout du jour le passage, le grand passage des grands fils du Cameroun. Et montrer que tous n'ont pas été que des détourneurs de fonds publics, des truands. Montrer que, en réalité, il y a des Camerounais qui ont travaillé pour le Cameroun, qui ont honoré le Cameroun, qui honorent le Cameroun. Donc, il faut montrer et même plus valoriser ce type de Camerounais. C'est comme un plaidoyer que notre société revienne aux valeurs, aux grands hommes de la patrie.
Depuis qu'il est mort, je pleure seulement. Qu'est-ce qui a fait mon enfant de mourir comme ça étant petit? Ateba était encore petit. Tous les enfants sont morts. Je vais faire comment?